17h. En direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information pour n'aller plus loin. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille non. On ne dira jamais assez que l'héritage entre guillemets d'Alberto Fujimori de Sentier Lumineux, c'est d'avoir laissé le pays dans une situation de sinistre. Bienvenue dans le magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Deux destinations jeudi, Pérou en Amérique du Sud avec Afrique du Sud. Pérou, c'est un champion instabilité dans le continent noir. Dans finissement 2021, c'est une grosse vague contestation qui souquelle et puis 3 présidents passés dans pouvoir pendant un petit bout de temps. Pourtant, Pérou a préparé prochaine élection présidentielle. En Afrique du Sud, c'est deuxième vague COVID-19 là qui a frappé fort pendant le pays a entré dans un cafou politique important. Partout, en fait, la politique, elle ne se gère que par des pots de vin. Parti politique pas trop modé dans le pays Pérou, côté pratique population monté ou analyse qu'a fait montrer un ancien footballeur yorele George Forsyth gagné en pile chance pour ta vin président pays ça 11 avril cap vin là un pays qui pas gagné une grosse tradition parti politique bien organisé, bien campé, qui a participé dans la vie politique là. Gagne une histoire lutte armée qui longue tout dans Pérou et qui fait des dizaines de milliers de morts. À côté gros problème politique yo, gagne gros faiblesse institutionnelle et puis corruption en montée haut en pile. Pérou, c'est un pays qui pi frappé en bas COVID-19 là dans région Amérique latine. Mais il y a un aspect spécial dans Pérou où c'est une présence la Chine qui est très fort. Est-ce que ça a diminué influence États-Unis? Ces tableaux ça n'a regardé avec plusieurs spécialistes qui dans micro Marie-France Chatin. Que se passe-t-il au Pérou sur le plan politique? Pourquoi toute cette instabilité? Quel en est le contexte et l'origine, Lisselle Quiroz? Alors, le Pérou est un pays qui a, c'est vrai, une histoire très instable, mais je n'aimerais pas non plus rester dans une vision tout à fait pessimiste, parce qu'il y a eu des mouvements très importants historiquement, des révolutions, des mouvements populaires, et récemment, d'ailleurs, celui qui a fait que on a finalement désigné un autre président, Francisco Sagasti, c'est issu aussi du mouvement de la population. Donc les Péruviennes et les Péruviens sont actifs et souhaitent un changement. Je pense que ce qu'il faut voir aussi dans cette crise, certes c'est une crise structurelle du pays, mais elle est aussi une demande de la population aujourd'hui que les choses changent politiquement de manière aussi radicale. On en parlera autour de politiques économiques, mais aussi politiques comme la Constitution.
Voilà. Alors, vous le disiez, vous l'avez nommé Francisco Sagasti, qui est le président par intérim. Il était nommé en novembre dernier, placé pour apaiser la colère. Jean-Jacques Kurlianski souhaite de changement de la population brésilienne. Ce qu'il est important peut-être de comprendre, c'est que, en tout cas, ce qui apparaît avec cette crise, c'est le décalage entre les souhaits de la population et la prise de conscience de la classe politique. Jean-Jacques Kurlianski. Oui, il y a effectivement un décalage entre ce que pourrait attendre la population et la classe politique, mais c'est le reflet d'une crise politique structurelle. Si on revient en arrière, on rembobine le film, avant la rupture qu'a supposé l'arrivée au pouvoir d'Alberto Fujimori, en 1985, 4 partis bénéficiaient de la représentation quasiment totale de la population péruvienne aux élections. 2 partis de droite, l'Action populaire, le Parti populaire chrétien, un parti de centre-gauche, l'APRA, et un parti de gauche, la gauche unie. Aujourd'hui, disons même depuis 2000, depuis le rétablissement de la démocratie, depuis la démission d'Alberto Fujimori, la démocratie péruvienne n'a jamais réussi à retrouver un équilibre. C'est une démocratie très particulière en Amérique latine qu'on a pu qualifier de démocratie sans parti. Les partis politiques ont été volontairement détruits par Alberto Fujimori d'un côté et par Sentier Lumineux en ce qui concerne essentiellement les forces de gauche pendant la même période. Le Pérou politique, le Pérou représentatif, le Pérou partisan, parlementaire, ne s'en est jamais remis. Il n'y a pas vraiment de parti politique au Pérou, donc si vous regardez ce qui s'est passé depuis l'an 2000, donc on a un éventail de partis politiques dont certains apparaissent à chaque élection puis disparaissent, une difficulté pour les électeurs à trouver un candidat qui pourraient représenter leurs intérêts. Aux dernières élections du mois de janvier, aucun parti n'a fait plus de 10% de la représentation. Donc c'est un paysage politique assez dévasté qui n'arrive pas à se réformer. Donc pour moi, le problème essentiel est celui-là. Le Pérou, depuis son retour à la démocratie en 2000, n'a pas réussi à construire un système représentatif validé par la population. Alors, Danae Rivadavia, beaucoup de choses par rapport à ce qui vient d'être dit. Absence de partis politiques ou absence de partis politiques forts. Plusieurs choses à cette crise politique. S'ajoute aussi peut-être une crise du modèle économique qui a été brutalement imposé au pays dans le tournant des années 1990 avec l'arrivée au pouvoir en 90 de Alberto Fujimori. Jean-Jacques Kurlianski l'évoquait. Et en 1992, le président d'alors, donc Fujimori, et la droite péruvienne imposent un régime néolibéral et pseudo-démocratique. Oui, tout à fait. C'est un modèle néolibéral qui, au début, a été perçu comme la seule solution pour sortir de la crise économique des années 1985-1980, où nous avons atteint des niveaux d'inflation et des dévalorisations de la monnaie qu'on n'avait jamais vu. Pourtant, justement, lors de la crise sanitaire, on se rend compte que cette privatisation des services publics a été négative. Et ce qui est important, je trouve, et qui va en lien aussi avec ce que Lysel Quiroz disait, c'est que c'est la population qui se rend compte de ça. La population même demande et dit, c'est pas possible que les cliniques profitent des malheurs des Péruviens. Il faut que l'État ait un rôle un peu plus actif. On ne dit pas changer le modèle néolibéral. Au Pérou, on n'est pas encore là. Mais ils disent, il faut que l'État fasse quelque chose. On ne peut pas continuer comme ça. Je trouve que ça est aussi intéressant dans ces changements de point de vue des Péruviens. Wap suiv magazine événement sou Alter Radio 106.1 FM, n'a parlé sou situasyon politik nan Pérou ki pral organize éleksyon présidentielle nan pipiti passé 3 mois. Favori de l'élection présidentielle du 11 avril prochain, un gardien de but, je n'ai pas retenu son nom, vous allez nous le redire, gardien de but et affilié au parti évangélique. Oui, tout à fait. C'est George Forsyth. Il était effectivement un ancien joueur de foot, un gardien de but. Mais ce qui est intéressant avec lui, c'est que, exactement comme Jean-Jacques Kurlianski décrivait, il fait partie d'un parti politique qui est une sorte d'entreprise. Jusqu'à l'année dernière, il n'avait pas un parti politique, il s'est juste inscrit, maintenant il fait partie. Mais ce qui est aussi intéressant,
intéressant, c'est que dans la liste de George Forsyth, de ces anciens gardiens des buts, il y a 12 candidats qui ont fait partie de la liste ou du parti politique de Fujimori. Donc, à la fin, si c'est lui qui gagne, donc c'est aussi les gens de Fujimori qui vont être élus. Donc ça, c'est très important à retenir, je pense. Et aussi, quelque chose qui est important, c'est que c'est une tradition. Les Péruviens votent pas pour les partis politiques, parce qu'il y a un problème des systèmes de partis politiques, mais votent pour la personne. Donc c'est le leader charismatique, dans ces cas-là, George Forsyth, qui concentre l'attention, si on veut. Et un autre élément qui est intéressant par rapport au sondage d'opinion, c'est que la deuxième est toujours Keiko Fujimori. Mais si on regarde la quantité d'anti-votes, quand on pose la question aux gens, pour qui voterait jamais? Les gens disent Keiko Fujimori, 75%. Donc il y a 75% des Péruviens qui ne voteraient jamais pour Keiko Fujimori. Et la deuxième personne, c'est Verónica Mendoza, celle qui représente la gauche péruvienne. Et qu'au Pérou, tout peut changer. Comment expliquer rapidement que l'héritage Fujimori soit toujours aussi présent aujourd'hui au Pérou, 20 ans après son départ? Eh bien, ça explique parce que précisément, je pense que cette question de pas d'ancrage des partis politiques, surtout des partis politiques qui représentaient ce qu'on appelait autrefois le peuple, c'est-à-dire les classes populaires en général. Et c'était anciennement l'APRA notamment, qui s'est complètement disparu dans ces dernières années, dernières années du XXe siècle. Donc Fujimori a occupé, ou le parti de Fujimori a occupé cet espace en fait entre ce qu'on appelle le populisme, c'est-à-dire une attention quand même aux problématiques de ces groupes sociaux, qui sont des groupes sociaux urbains des bidonvilles, mais aussi de la campagne, surtout parce que traditionnellement en fait la politique péruvienne se fait à Lima uniquement, qui concentre aujourd'hui 1/3 de la population du pays, mais qui oublie et qui voire tourne le dos à toutes les régions qui sont les régions notamment andines et amazoniennes. Et donc le Fujimorisme était le seul parti qui, à la fin du XXe siècle et début du XXIe, arrivait quand même, en utilisant bien entendu tout cet argent mal acquis ou de la corruption, pour aller porter la présence de l'État. Il faut dire ça, en fait, l'État s'est renforcé durant la présidence de Fujimori en allant sur place, en étant, c'est vrai, en utilisant tout cet argent. On sait très bien, distribution de colis à la population, ce qui faisait qu'on voyait au moins la présence de ce parti et de cette famille. En plus, à cela s'ajoute, alors je dirais non seulement la question de ces nouveaux venus, de ces inconnus de la politique qui font que leur charisme s'impose, mais Fujimori aussi, c'est quelqu'un donc qui venait vraiment de l'extérieur. Enfin, ça me fait penser à George Forsyth et d'autres au Pérou. On a tendance à pas trop faire confiance à ceux qui seraient par essence, par exemple, il n'y a jamais eu de président indigène, autochtone au Pérou, et celui qui était représenté, ou qu'on pouvait penser il a jamais revendiqué cet héritage comme Evo Morales, par exemple. Eh bien, on a plutôt confiance à des personnalités qui viennent d'ailleurs. Donc le fait que Fujimori soit une famille considérée japonaise ou de tradition japonaise, ça aussi avait compté dans ce rayonnement et ce charisme. Et donc je pense que c'est de là que vient cet ancrage, alors qui, malgré toute la visibilisation de la corruption endémique aussi, eh bien ça n'a pas réussi à complètement ternir cette image positive de l'homme qui, au moins, durant cette décennie, est allé de village en village, qui a essayé de se présenter. Alors je dis pas que c'est bien, c'est l'image en fait qu'ont certaines communautés qui ont vu arriver les Fujimori ou leurs représentants pour au moins cette présence de l'État qui par ailleurs n'existe pas. Thème crise sanitaire COVID-19 là, avec question économique là, jeudi à dans Pérou. La pandémie, le Pérou déplore l'un des pires taux au monde de décès dus à la Covid-19. Évidemment, elle révèle une réalité péruvienne qui était peut-être un peu cachée, cette pandémie, Jean-Jacques Orlianski. Bon, le Pérou s'est trouvé comme la quasi-totalité des pays d'Amérique latine pris entre l'enclume de services de santé qui ont été très rapidement dépassés et puis le marteau de l'informalité qui fait que les mesures de confinement et autres ne pouvaient pas être respectées
et que quelles que soient les mesures qui soient prises, le Pérou, comme les autres pays d'Amérique latine, se sont trouvés face à ces deux défis. Augmentation de la maladie et augmentation de la crise économique et sociale. Et alors, je dirais que le paradoxe, c'est que dans la crise politique et institutionnelle que connaît le Pérou, ça a été l'un des pays, avec l'Argentine, qui ont le plus rapidement réagi et pris à la fois des mesures barrières, des mesures de confinement assez lourdes et des mesures de soutien financier à l'informalité, mais qui se sont révélées insuffisantes, débordées par la situation réelle du pays. On estime que le taux de pauvreté qui était de 20% de la population avant la pandémie serait passé à 32-33% à la fin de l'année 2020. Donc le Pérou se trouve, comme tous les autres pays voisins, espérant que le vaccin puisse apporter une réponse à ces deux défis le plus rapidement possible, avec tous les problèmes que cela pose et qu'ont posé d'autres pays, y compris hors d'Amérique latine, sur les difficultés d'accès au vaccin. Jean-Jacques Ourlianski, la Chine, clé de sortie de crise pour le Pérou? Oui, tout à fait. Ça peut être considéré comme quelque chose de négatif, mais ça aussi, comme ça vient d'être dit, un côté positif, d'autant plus que la Chine est le premier pays du monde à être sorti de la crise économique provoquée par la pandémie. Donc la machine chinoise recommençant à produire, elle a besoin des matières premières du monde entier, et en particulier de celles du Pérou, qui peut. Il semblerait d'ailleurs que la Banque mondiale ait signalé que le Pérou serait probablement le pays connaissant, après avoir connu la chute dans son taux de croissance et du PIB la plus importante d'Amérique latine en 2020, pourrait connaître le taux de croissance le plus élevé en 2021, tout simplement parce que l'économie péruvienne est finalement liée au rythme et à la conjoncture chinoise. Un dernier exemple, s'il en est, qui est lié à la crise du Covid-19, c'est le 6 janvier, le gouvernement péruvien a signé un accord avec la Chine, avec le laboratoire Sinopharm, qui sera le principal fournisseur de vaccins Covid-19 au Pérou. Le Pérou a d'ailleurs travaillé avec ce laboratoire tout au long de l'année de 2020. Il semblerait, d'après ce qui a été signalé, que plus de 12 000 Péruviens auraient participé aux essais de phase 3 élaborés pour l'élaboration du vaccin de ce laboratoire chinois. Alors la Chine au Pérou, c'est aussi un engagement sur le plan militaire, vente d'armes, visite institutionnelle, formation, exercice militaire. C'est juste pour mentionner cela. Je voudrais qu'on parle de la question des États-Unis. À Washington, la nouvelle administration de Joe Biden est en plein travail de reformulation de son approche latino-américaine. La présence chinoise grandissante au Pérou et ailleurs en Amérique latine est évidemment dans l'esprit de la nouvelle équipe. Les États-Unis voudraient bien travailler à être une alternative. Le Pérou, pour les États-Unis, il a un rôle important dans l'hémisphère. Washington en a besoin pour sa sécurité et sa prospérité. Comment les États-Unis sont-ils vus, Lysel Quiroz et Danaï Rivadeneira, au Pérou? Alors, je pense Lysel Quiroz. Oui. Alors, les États-Unis, il y a toujours, comme dans d'autres pays de la région, une relation assez conflictuelle, c'est-à-dire entre l'admiration, l'envie et la crainte de ce pays du Nord. Mais je pense que les États-Unis, en fait, pour les États-Unis, du point de vue des États-Unis, le Pérou, c'était pas le premier pays qui intéressait. Et puis il y a eu toute une phase où l'Amérique latine, justement, les rapports entre les États-Unis et l'Amérique latine ont bien évolué à la fin du XXe siècle. Et le Pérou, la seule priorité était la question du narcotrafic. Et donc, ils ont concentré tous leurs efforts, participation économique autour de cette question et de l'anéantissement de tous la culture de la feuille de coca.
et en évacuant les autres aspects économiques. Donc là, on a un peu le résultat de cette politique un petit peu répressive et qui a fait que on a, par exemple, dans le pays, une image de ces États-Uniens qui arrivent pour réprimer et qui ne proposent pas d'autre chose. Donc là, on est. Alors, est-ce que ça va changer avec la présidence Biden? Bon, à voir, parce que là aussi, c'est un sujet politique extrêmement complexe aux États-Unis. Mais en tout cas, depuis le Pérou, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la Chine bénéficie d'une meilleure image, alors que comme vous le dites, il y a une politique, on va dire peut-être plus soft power, mais quand même de présence importante, y compris militaire. Mais les Péruviens le voient d'un meilleur œil, peut-être par ces liens aussi historiques anciens. Ou toujours sous Alter Radio, c'est magazine événement wap koute. Kounyen nou prale en Afrique du Sud. Côté actualité, c'est COVID-19 la kap monte. C'est pays qui pi frappé en bas maladie. En Afrique, 1,45 million Sud-Africains infectés. Premier vaccin yo doit arriver semaine ça. Jean-Philippe Rémy, c'est correspondant Le Monde en Afrique du Sud, l'a expliqué journaliste Florian Delorme. Situation. En Afrique du Sud, il y a un moment comme ça où tout le monde a cru ou a voulu croire que c'était un peu terminé, que le pire était derrière, que c'était pas tout à fait terminé, mais que finalement on a fait le plus gros. Et puis, bam, la deuxième vague a été bien plus importante que la première. Ça touche d'ailleurs toute l'Afrique. Mais vous voyez, là, on a des sortes d'indices de gravité qui sont pas seulement les données statistiques, c'est aussi le fait dont ça imprègne désormais la société. En l'occurrence, il y a par exemple, là vient de mourir un ministre de la présidence, décédé parce qu'il a eu le coronavirus, tout simplement. Et cette observation, il y a le ministre des Affaires étrangères au Zimbabwe, où il y a une situation très grave, à côté aussi, qui vient de mourir. Au Mozambique, ça explose. Donc il y a toute une région qui est en train, si vous voulez, il y a peut-être une phase comme ça de relâche, etc. Mais là, je crois que quand même, tout le monde réalise à quel point c'est grave, qu'il faut faire drôlement attention, quoi. Il y a quelques jours, le président Ramaphosa a annoncé l'arrivée de 20 millions de vaccins pour une population de 59 millions de personnes. L'opposition a dénoncé une manipulation malhonnête. Comment se présente la campagne de vaccination en Afrique du Sud? Bon. Là aussi, on retrouve des choses qui vont vous paraître un tout petit peu familières, c'est-à-dire des effets d'annonce au début, ou du moins un plan qui est à peu près décrit, et puis ça se passe pas du tout comme ça. En Afrique du Sud, c'est un petit peu plus prononcé, on va dire. Ça a démarré hyper mal, dans le sens où, en gros, il y a pas de vaccination à proprement parler. On espère que le gouvernement va se rattraper. C'est vrai que ça a entamé beaucoup la crédibilité récemment, mais je crois que tout le monde est assez à cran sur les notions de vaccination. Tout le monde est assez énervé par le climat général qui prévaut à l'échelle de la planète depuis un an. Donc du coup, voilà, il y a un peu de tension sur le sujet. L'opposition en Afrique du Sud qui brille pas par, disons, sa créativité. D'ailleurs, ça doit vous rappeler aussi quelque chose parfois, qui est constamment complètement en train de mordre les mollets et de critiquer tout ce qui est critiquable, c'est-à-dire absolument tout ce qui est fait. Évidemment, il va de bon cœur. On a quand même le sentiment que ça se présente pas très bien pour l'ensemble des pays comparables à l'Afrique du Sud, qui ont beau s'être remis dans des programmes, qui essaient de se rattraper aux branches parce que rien ne marche très bien, qui n'ont pas vu les doses de vaccins escomptées arriver jusqu'à nouvel ordre, et qui essaient de se rattraper aux branches en demandant de manière bilatérale aux Russes, aux Chinois, etc., etc. Donc c'est intéressant de se dire qu'il y a une grande partie du monde dans laquelle, si déjà en France on voit des problèmes, dans un pays comme l'Afrique du Sud qui est quand même en position de force pour faire valoir les engagements pris, etc., et il n'y a rien qui arrive, en gros, schématiquement, ça montre bien quand même le problème global, parce qu'évidemment les campagnes de vaccination n'auront de sens que lorsqu'ils seront étendues à l'échelle de la planète. En Afrique du Sud, gen crise COVID lan, epi gen situasyon politik lan tou kote prezident Cyril Ramaphosa, ki reprezente l'aile réformiste Parti Congrès National Africain, ANC, paret ap make point.
Jean-Philippe Rémy, il y a, vous le mentionnez, ces aides du gouvernement. C'est vrai qu'il y a eu des millions de colis alimentaires, par exemple, qui ont été distribués. Mais est-ce que, quand même, malgré tout cela ne pourrait pas servir l'opposition ? Je vais prendre un exemple très concret. Il y a un papier dans lequel vous évoquez donc ce portrait de cette femme qui s'appelle Patience, qui est une femme qui fait la cuisine et qui organise la distribution de nourriture dans le quartier. Et elle est accompagnée, elle est soutenue par une dame blanche des banlieues riches, dites-vous, qui l'aide avec un peu d'argent, qui lui apporte des sacs de poulet bradés, etc., etc. Et cette femme en particulier, eh bien, elle est affiliée au parti d'opposition, l'Alliance démocratique. Est-ce qu'il faut comprendre que c'est un signe parmi d'autres qui montre que, eh bien, l'opposition essaye de tirer bénéfice politique de cette crise sanitaire, sociale, économique qui découle de tout cela? Et est-ce que ça marche? L'Alliance démocratique, évidemment, ils ont tout fait pour tirer parti de la situation. Vous avez raison de poser la question. C'est la première chose qui leur est venue à l'esprit, je pense. Et ça ne les a pas menés très loin. Parce que, certes, ils ont des relais au niveau local. Il faut se représenter qu'en Afrique du Sud, il y a un système politique d'un certain type. C'est, on vote pour les partis, on élit non pas un président au suffrage universel direct, mais on vote pour un parti qui lui-même choisit son candidat, qui devient le président. Mais au niveau local, en revanche, on vote pour un parti aussi, mais en voyant à peu près ce qu'on appelle les conseillers. C'est un peu comme un peu comme des conseillers municipaux, mais avec bien plus de pouvoir. Et ces gens-là ont donc un pouvoir énorme au niveau local, et donc sont sujets à sont exposés à la possibilité de détourner de l'argent. Et ils sont là, vraiment l'objet de la détestation d'une grande partie de la population. Donc le travail de l'opposition, c'est d'essayer de saper l'assise électorale de l'ANC en jouant au niveau local. Ça marche? Ça marche? De ce qu'on a vu là, non. Non, ça marche pas. Non. Dans le passé, ça avait marché. Là, ça marche pas. Quand l'opposition a remporté dans les dernières élections, il y a un petit moment, quelques années, des grandes villes aux élections locales, leur gestion a été tellement nulle qu'en fait, ils se sont déconsidérés assez fortement. Donc du coup, on n'en est plus là. Moi, je pense que, si vous voulez, ce qui est frappant dans le cadre de l'Afrique du Sud, c'est que l'ANC est dévoyée. L'ANC a des cas de corruption complètement dingues. Il y a eu des détournements dans le cadre des aides qui avaient été vraiment destinées à sauver les gens de la famine quasiment. Et ça c'est su, parce qu'en Afrique du Sud, il y a des associations, il y a des médias, il y a toute une société civile qui fait apparaître les choses, donc il est facile d'être au courant et tout le monde est au courant. Donc ça se sait, ça se voit, c'est connu. Donc le mécontentement vis-à-vis de ça, il est grand. Mais l'opposition n'est pas parvenue à offrir, si vous voulez, une alternative crédible. Événement. C'est comme ça, on a fini magazine événement qui toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale. Deux destinations nous te prend jeudi, c'est Pérou dans Amérique du Sud là avec Afrique du Sud. Pérou, c'est un champion instabilité dans le continent noir. Dans finissement 2021, c'est une grosse vague contestation qui était sous quel et puis 3 présidents passés sous pouvoir en 7 jours à peu près. Pourtant, Pérou a préparé prochaine élection présidentielle. En Afrique du Sud, c'est deuxième vague COVID-19 là qui a frappé fort pendant le pays a entré dans un carrefour politique important. Parmi les principales sources nous t'ai consulté pour magazine ça, gagné Deutsche Welle, France Culture, RFI et Latine Reporters. Merci pour attention nous. Continuez suivre nous sous 106.1 FM, alterradio.org ak diverses plateformes internet. Koumanouye. Merci pour tes 3 côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans les mondes. Événement. Qui rentrait la caille non.